Une guerre totale exige plus que des soldats et des stratégies. Elle exige de l'imagination, de l'urgence et une volonté brutale d'expérimenter sans limite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les fronts se sont convertis en laboratoires où l'ingéniosité a cessé d'être une option et est devenue survie. L'innovation technologique s'est accélérée à une vitesse inédite, poussée par la nécessité de vaincre, de résister ou de détruire plus rapidement que l'ennemi. Le champ de bataille a cessé d'être prévisible. On a conçu des bombes qui volaient avec des ailes vivantes, des canons qui nécessitaient des trains entiers pour tirer, des chiens entraînés pour faire exploser des chars, et des armes si étranges que leurs propres créateurs doutaient de leur utilité. Rien n'était trop absurde s'il promettait un avantage. L'ingéniosité est devenue dangereuse. La science, une tranchée de plus. Que se passe-t-il quand la logique cède devant la désespération? Quel type de guerre naît quand les règles cessent d'importer? Et combien de ces idées ont survécu au conflit? Guerre totale, la naissance du génie incontrôlé. La Seconde Guerre mondiale a transformé pour toujours la relation entre science et destruction. Entre 1939 et 1945, le monde a été témoin d'une accélération technologique sans précédent où l'urgence du conflit a poussé ingénieurs, scientifiques et concepteurs militaires au-delà des limites conventionnelles de l'armement. Ce ne fut pas simplement une guerre de nombre ou de stratégie. Ce fut une compétition impitoyable pour la suprématie technologique où chaque camp a misé des ressources astronomiques dans la recherche de cette arme définitive qui inclinerait la balance vers la victoire. Le concept même d'innovation militaire a changé radicalement pendant ces 6 années. Ce qui se développait auparavant lentement dans les académies militaires et laboratoires universitaires devait maintenant se matérialiser en mois ou en semaines. La pression constante du combat actif a converti les champs de bataille en laboratoires d'essais où des prototypes à peine prouvés s'affrontaient directement au feu ennemi. Cette urgence extrême a donné naissance à des développements qui défiaient non seulement la logique militaire établie, mais les propres lois de la physique et de l'ingénierie. L'Allemagne a mené cette course vers l'extraordinaire. Le Troisième Reich a établi une infrastructure scientifique militaire sans parallèle, concentrant des milliers d'ingénieurs dans des complexes secrets comme Peenemünde, où sont nés les premiers missiles balistiques de l'histoire. Sous la direction du ministère de l'Armement d'Albert Speer, ont surgi des unités spécialisées comme le Bureau des armes spéciales, qui canalisaient des propositions considérées comme trop radicales pour les départements conventionnels. Cette obsession allemande pour les solutions technologiques extrêmes s'est intensifiée à mesure que la guerre se retournait contre eux, alimentant la propagande du Wunderwaffe, arme miraculeuse qui supposément changerait le destin du Reich. L'idéologie nazie du Wunderwaffe n'était pas de la simple propagande. C'était une doctrine militaire qui priorisait l'innovation disruptive sur la production massive. Tandis que les États-Unis construisaient des milliers de bombardiers B-24 et l'Union soviétique produisait des chars T-34 en quantités industrielles, l'Allemagne misait sur créer une douzaine de prototypes révolutionnaires. Cette philosophie a généré des innovations genuines qui influenceraient les décennies postérieures, mais a aussi produit des artefacts dont la fonctionnalité frôlait l'absurde. De l'autre côté de l'Atlantique, la Grande-Bretagne a répondu avec sa propre version de l'expérimentation extrême. Winston Churchill a autorisé la création de la Special Operations Executive, une organisation qui combinait espionnage traditionnel avec innovation technologique radicale. Les laboratoires de la SOE ont développé depuis des crayons explosifs jusqu'à des dispositifs de sabotage camouflés comme objets quotidiens. Parallèlement, le Directorate of Miscellaneous Weapons Development travaillait sur des projets qui dépassaient les limites du conventionnel, depuis des chars amphibies jusqu'à des fusées propulsées par des roues géantes. Les États-Unis ont établi l'Office of Strategic Services, précurseur de la CIA qui a intégré des scientifiques d'universités prestigieuses dans des programmes classifiés. Les laboratoires américains n'ont pas seulement travaillé sur le projet Manhattan. Ils ont exploré depuis des armes chimiques psychologiques jusqu'à des systèmes de contrôle animal pour missions de combat. La capacité industrielle américaine a permis que même les idées les plus extravagantes reçoivent financement et développement complet, arrivant dans certains cas jusqu'à des phases d'essai avec des résultats inespérément destructifs. L'Union soviétique, confrontée à l'invasion la plus massive de l'histoire, a adopté une approche pragmatique mais également radicale.
La doctrine soviétique priorisait des solutions simples et économiques qui pouvaient s'implémenter rapidement au front. Cela a mené au développement de systèmes qui, bien que primitifs en apparence, ont démontré une efficacité réelle dans des conditions de combat. L'armée rouge a expérimenté avec des ressources biologiques, des dispositifs télécommandés rudimentaires et des tactiques qui violaient toutes les conventions militaires préalables. Le Japon, isolé géographiquement et limité en ressources, a développé une philosophie militaire qui combinait tradition samouraï avec innovation technologique extrême. La doctrine du sacrifice total s'est matérialisée en armes conçues spécifiquement pour missions suicides, depuis des avions fusées pilotés jusqu'à des sous-marins nains. Ce n'étaient pas des improvisations désespérées, ce furent des développements planifiés, prouvés et déployés opérationnellement, reflétant une mentalité militaire qui priorisait l'impact psychologique et l'efficacité destructive sur la survie de l'opérateur. Cette convergence globale vers l'expérimentation militaire radicale a produit des arsenaux qui défiaient la classification traditionnelle. Ont surgi des armes qui combinaient des principes d'ingénierie aéronautique avec des systèmes de contrôle animal, des dispositifs qui fusionnaient propulsion par fusée avec des structures de bois, et des véhicules qui redéfinissaient des concepts basiques comme mobilité, blindage et puissance de feu. Beaucoup de ces créations ont été efficaces dans des contextes spécifiques, d'autres ont échoué spectaculairement. Toutes représentent des témoignages tangibles d'une époque où la ligne entre innovation et désespération est devenue indistinguible. Le facteur temps a été déterminant dans cette évolution. À la différence de périodes de paix où de nouvelles technologies militaires se développent graduellement tout au long de décennies, la Seconde Guerre mondiale a comprimé des cycles complets de recherche, développement, essai et déploiement en périodes qui dépassaient rarement les 2 années. Cette accélération a produit des avancées genuines qui ont posé des bases pour des développements postérieurs, mais a aussi généré une quantité extraordinaire de projets qui, bien que fonctionnels, se sont révélés impraticables pour la guerre réelle. Krumlauf, le tir qui n'expose jamais le soldat. Les combats urbains de Stalingrad avaient enseigné une leçon mortelle. Le premier soldat à tourner un coin vivait rarement pour raconter l'expérience. Cette réalité brutale a obligé les ingénieurs allemands à développer une solution qui défiait les lois fondamentales de la balistique. Un canon capable de tirer en angle permettant aux tireurs de se maintenir à couvert. Ainsi est né le Krumlauf, un accessoire conçu pour modifier le fusil d'assaut Sturmgewehr 44 et permettre le tir autour d'obstacles sans exposition directe. L'origine de cette arme se trouve dans des rapports du front oriental, où la guerre maison par maison a révélé des patrons clairs. La majorité des pertes se produisaient au moment d'avancer par des couloirs étroits ou tourner des coins dans des ruines. Les statistiques internes de la Wehrmacht confirmaient que les unités d'assaut subissaient des pertes disproportionnées dans ces scénarios. Pour répondre à cette menace récurrente, le haut commandement a autorisé le développement urgent d'un système qui réduirait le risque dans des environnements urbains. La solution devait être portable, de faible coût et compatible avec des armes déjà existantes. Le contractant Krupp a été chargé de matérialiser le concept. On a conçu des variantes avec des courbures de 30, 45, 60 et jusqu'à 90 degrés, chacune destinée à des usages différents. Les versions de plus grand angle étaient pensées pour être montées sur des véhicules blindés, spécialement en points aveugles où il était impossible de viser directement. La version de 30 degrés a été la seule produite en quantité significative, car elle offrait un équilibre acceptable entre résistance mécanique, précision de tir et espérance de vie utile du canon. Le Krumlauf n'était pas simplement un tube courbe. Le design incorporait un système optique périscopique qui permettait à l'opérateur de viser sans sortir la tête. Ce viseur était composé d'un ensemble de miroirs montés en angle, protégés par une carcasse métallique. Pour éviter la distorsion balistique, on a développé un rayage spécial qui guidait le projectile dans son trajet courbé. Cependant, cette adaptation introduisait des tensions énormes sur la structure du canon et le projectile lui-même. Les essais de laboratoire ont révélé que les balles subissaient des déformations progressives, spécialement en dépassant les 250 tirs par unité. Les ingénieurs allemands se sont affrontés à de multiples défis techniques. Un des principaux a été la fragmentation interne du projectile. Dans beaucoup de cas, la balle ne résistait pas au virage forcé à l'intérieur du canon et se cassait,
générant un patron de tir chaotique, similaire à celui d'un fusil de chasse. Cela réduisait drastiquement la pénétration et affectait la sécurité du tireur. Malgré des tentatives pour renforcer le projectile, le phénomène persistait à cause des lois physiques impliquées dans une courbe si forcée. L'entraînement des troupes nécessitait une rééducation visuelle. Les périscopes inversaient l'orientation spatiale et altéraient la perception de profondeur. Les manuels d'usage incluaient des exercices spécifiques pour recalibrer la visée et comprendre comment la courbure affectait la trajectoire. Les unités sélectionnées réalisaient des pratiques avec des cibles mobiles et des objectifs protégés par des coins artificiels pour simuler un combat urbain réel. De plus, les gaz de combustion ont représenté un problème constant. En usage prolongé, ces gaz embuaient les lentilles du périscope, réduisant la visibilité. On a tenté des solutions comme de petites perforations pour ventilation, mais celles-ci altéraient la pression interne du canon et diminuaient la vitesse de sortie du projectile. Dans certains cas, on a observé une fuite de gaz vers l'oculaire, ce qui générait une gêne et un risque pour l'opérateur. Le rendement du Krumlauf était acceptable à des distances inférieures à 50 mètres, spécialement dans des scénarios de combat fermés où les tirs se faisaient à bout portant depuis des positions défensives. Cependant, sa précision déclinait drastiquement au-delà des 70 mètres, avec une dispersion si ample qu'elle inutilisait le tir dirigé. Ces limitations ont réduit son application à des circonstances très concrètes: nettoyage de chambres, surveillance de coins et couverture depuis des positions fixes dans des zones urbaines effondrées. Malgré ces défauts, on a produit plus de 100 unités, la majorité livrées à des troupes spécialisées en combat urbain dans des villes comme Budapest, Breslau et Königsberg. Il y a aussi eu des tentatives d'adapter le système à des tourelles latérales de blindés légers et de bunkers défensifs, où il pouvait être utilisé comme arme secondaire pour couverture latérale sans nécessité d'ouvrir le feu frontal. À la fin de la guerre, les Alliés ont capturé des exemplaires fonctionnels et ont analysé leurs possibilités. Les États-Unis ont évalué l'installation du système courbe sur le M1 Carbine et la mitraillette M3 Grease Gun. Mais les ingénieurs ont conclu que l'usure excessive du canon, la perte de précision et la fragmentation du projectile ne justifiaient pas son adoption. L'Union soviétique, pour sa part, a expérimenté avec des prototypes courbes montés sur le PPSH-40 et un sans succès opérationnel. La durée de vie réelle du Krumlauf dépassait rarement les 300 tirs. Au-delà de ce point, la courbure subissait une fatigue structurelle et une déformation permanente, inutilisant l'accessoire. Certains rapports signalent que les unités étaient considérées presque comme des consommables, remplacées toutes les quelques semaines selon l'intensité du combat. Une variante expérimentale incluait un système de refroidissement externe par air forcé, mais sa complexité augmentait le poids total et n'offrait pas d'amélioration significative. Une autre proposition cherchait à développer des projectiles segmentés spécialement conçus pour supporter la courbe, mais a été abandonnée avant d'atteindre la phase d'essai. Le Krumlauf a été une expérience d'ingénierie menée à ses limites. Il représente un cas clair où un besoin tactique immédiat a poussé des solutions extrêmes, même si cela impliquait compromettre durabilité, efficacité ou sécurité. Bien qu'il n'ait jamais été un outil décisif dans le conflit, son existence démontre qu'en guerre totale, même les idées les plus invraisemblables reçoivent des ressources, des essais de terrain et une production limitée si elles offrent quelques possibilités réelles d'avantage. Son héritage n'a pas laissé d'héritier direct, mais a inspiré des concepts d'armement asymétrique dans des conflits postérieurs, comme les systèmes de surveillance avec miroirs dans des couloirs urbains ou l'usage de caméras distantes pour tir indirect dans des espaces fermés. Le principe de tirer sans exposition directe, bien que rudimentaire, a anticipé des techniques qui seraient ensuite améliorées grâce aux technologies digitales, capteurs et automatisation dans le champ moderne de bataille. Yokosuka MXI-7 le kamikaze de haute vitesse. Quand les défenses aériennes américaines sont devenues impénétrables pour les avions japonais conventionnels, l'arsenal aéronaval de Yokosuka a conçu une réponse qui éliminait complètement le concept de retour. Une bombe volante, pilotée, conçue pour surpasser n'importe quel intercepteur grâce à la vitesse pure. Naissait ainsi le 1967 Oka, dont la seule conception représentait un changement radical dans la pensée armamentiste de son époque.
La logique derrière l'Oka était directe et brutalement pragmatique. Les chasseurs américains abattaient systématiquement les bombardiers japonais avant qu'ils puissent s'approcher suffisamment de leurs objectifs. Les bombes conventionnelles échouaient contre le blindage renforcé des cuirassés et porte-avions. Dans ce scénario, la seule façon d'assurer un impact direct était d'intégrer l'arme et le pilote en un seul système. Le design de l'Oka éliminait complètement tout élément superflu, sans train d'atterrissage, sans instrumentation pour retour, sans système de navigation redondant. Tout était subordonné à un unique objectif: porter une charge explosive massive à vitesse maximale contre une cible navale. Le fuselage était construit avec une combinaison de duraluminium et bois laminé, répondant à la double exigence de légèreté et disponibilité de matériaux. Cette configuration réduisait le poids sans compromettre totalement l'intégrité structurelle. La charge explosive centrale de 1200 kg d'amatol était logée dans la partie frontale du fuselage, optimisée pour détonner avec pénétration préalable. À cette vitesse terminale, même des cuirassés avec blindage renforcé étaient vulnérables aux impacts directs. La propulsion était obtenue grâce à 3 fusées type 4 de combustible solide développées par Kayaba Kogyo, chacune avec une durée de combustion de 10 secondes. En ensemble, elles fournissaient une poussée de 800 kg, suffisante pour porter l'Oka d'une vitesse de planeur initiale à plus de 930 km/h dans sa phase terminale. Cette accélération brutale le rendait pratiquement impossible à intercepter par les chasseurs d'escorte américains dans les secondes critiques préalables à l'impact. Cependant, le design impliquait une limitation structurelle sévère. L'Oka avait besoin d'être transporté jusqu'au point de lancement par un bombardier Mitsubishi G4M2 et Betty. Cet avion devait s'approcher à moins de 30 km de l'objectif naval avant de libérer le projectile. Pour cette phase, l'Oka descendait en planant jusqu'à une altitude opérationnelle optimale, moment auquel se activaient les fusées. Cette dépendance absolue du bombardier nourrice s'est convertie en la vulnérabilité opérationnelle fondamentale du système. Les bombardiers japonais, grands et lents, étaient des objectifs prioritaires pour les chasseurs américains. Beaucoup étaient abattus avant même d'atteindre le point de libération. Cette situation compromettait le système complet. La perte d'un seul bombardier signifiait la destruction de l'Oka et de son pilote avant même d'initier la mission. Malgré des escortes aériennes composées de chasseurs Mitsubishi A6M0, la suprématie aérienne alliée dans le Pacifique occidental rendait extrêmement difficile de compléter avec succès le cycle de déploiement. L'entraînement des pilotes de l'Oka a été spécifique et accéléré. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes sans expérience en combat réel. Leur préparation se centrait sur le contrôle du planeur, l'orientation spatiale à grande vitesse et l'identification de cibles navales depuis des altitudes moyennes. On utilisait des planeurs sans moteur comme partie de l'instruction initiale. Les contrôles de l'Oka étaient délibérément simplifiés, réduits à un minimum nécessaire pour ajuster élévation et direction dans les dernières secondes. Il n'existait aucun mécanisme d'échappement. Une fois initiée la descente, le pilote se convertissait en partie de l'arme. Le déploiement opérationnel a commencé dans la bataille d'Okinawa en avril 1945. Les formations consistaient en vagues de bombardiers, chacun portant un Oka dans sa partie inférieure. Au total, le Japon a produit plus de 850 unités, bien que seulement 74 soient arrivées à être lancées en combat réel. La majorité a été détruite avant d'atteindre la distance d'activation. Dans certains cas, l'ennemi réussissait à détecter l'approche et manœuvrer hors de l'angle d'attaque avant l'impact. Néanmoins, les impacts réussis ont démontré un pouvoir destructif considérable. L'USS Manert El Abel, un destroyer américain, a été coulé après un impact direct d'Oka, marquant la première victime confirmée du système. D'autres navires, bien qu'ils n'aient pas été coulés, ont subi des dommages structurels sévères. L'explosif pénétrait le pont et produisait des incendies massifs dans des compartiments internes. Des rapports techniques navals de la marine américaine ont signalé que la vitesse d'impact de l'Oka dépassait les temps de réaction normaux des systèmes anti-aériens de courte portée, ce qui le rendait spécialement difficile à neutraliser dans sa phase terminale. Malgré ces limitations, on a développé des versions améliorées, comme le modèle 22, qui substituait les fusées par un moteur Tokuro 2 à réaction, amplifiant significativement la portée opérationnelle.
Cette reconception nécessitait des modifications dans la structure du fuselage, augmentant la capacité de combustible et renforçant des sections clés. Cependant, elle n'est pas arrivée à s'implémenter massivement avant la reddition japonaise. On a aussi étudié des lancements depuis des sous-marins de la classe I-400 qui auraient permis des approches furtives sans dépendance de bombardiers, bien que ces options soient restées en phase d'essai. La fabrication de l'Oka a été déléguée à de multiples usines à Yokosuka, Kasumigaura et Usa. Étant donné la pénurie de main-d'œuvre qualifiée vers la fin de la guerre, on a employé des étudiants universitaires et du personnel civil minimalement entraînés. Les chaînes de montage étaient organisées par modules, ce qui permettait un assemblage rapide avec un degré raisonnable de précision, bien que le contrôle de qualité souffrait dans des composants secondaires non liés à la propulsion ou au système de guidage. D'un point de vue technique, l'Oka se considère comme un précurseur conceptuel des missiles guidés modernes. En éliminant la préoccupation pour la récupération du véhicule ou la survie de l'opérateur, les concepteurs ont pu concentrer toutes les ressources sur maximiser l'efficacité destructive. Cette approche a permis d'atteindre des niveaux de vitesse terminale et de précision impossibles à obtenir avec des systèmes conventionnels de l'époque. Le concept de charge explosive intégrée avec propulsion autonome influencerait des générations postérieures d'armement air surface, incluant des missiles tactiques comme l'AGM-65 Maverick ou l'AS-20 français. Les Alliés ont pris note du design et ont réalisé des analyses détaillées après la capture d'unités intactes. Les essais ont révélé que, dans des conditions idéales, l'Oka avait une probabilité d'impact significativement supérieure à tout autre système japonais contemporain. Cependant, sa dépendance logistique, la vulnérabilité du bombardier nourrice et le fait qu'il ne pouvait pas se réorienter après le lancement ont limité son efficacité stratégique. Une variante terrestre de l'Oka a aussi été étudiée pour de possibles attaques défensives sur le territoire japonais. Celle-ci consistait en une rampe de lancement depuis des bunkers camouflés, utilisant des moteurs de fusée d'ignition retardés pour atteindre des cibles navales proches. Bien qu'elle ne se soit pas concrétisé son usage, les documents techniques révèlent qu'on est arrivé à construire des prototypes complets, capables de se lancer depuis des tunnels ou des plateformes cachées. Avec l'avancée du projet Manhattan et l'apparition d'armements nucléaires, l'Oka est resté rapidement obsolète comme système stratégique. Cependant, son héritage est demeuré dans les études de design d'armes suicides, guidées et de haute vitesse. En termes purement techniques, il a représenté une solution extrême à un problème opérationnel concret. Comment traverser une défense navale avec des moyens limités, sans compter sur une supériorité aérienne ni des ressources industrielles comparables à celles des États-Unis. Le MXY-7 Oka n'a pas été improvisé. Il a été le résultat d'un programme formel, structuré et documenté, où ont convergé ingénierie, doctrine militaire et conditions stratégiques extrêmes. Son étude postérieure permet de comprendre comment certains contextes de guerre totale permettent le développement de systèmes radicaux qui, bien que limités, réussissent à atteindre des résultats opérationnels quand ils sont utilisés dans des conditions favorables. La simplicité mécanique de l'Oka contrastait avec la complexité tactique qu'il nécessitait pour être efficace. Une leçon qui persisterait dans les doctrines d'armes guidées pendant des décennies. Gustav, le canon ferroviaire le plus grand de l'histoire. Le Schwerer Gustav n'a pas été simplement un grand canon. Il a été le symbole extrême d'une logique militaire qui a porté à la limite les concepts de puissance de feu, métallurgie avancée et logistique opérationnelle. Avec un poids total de 1350 tonnes, des projectiles plus lourds qu'une automobile familiale et une longueur de presque 47 mètres, ce canon ferroviaire a représenté l'apogée de l'artillerie lourde dans l'histoire de la guerre moderne. En 1934, le haut commandement allemand a commandé à l'entreprise Krupp un design qui, sur le papier, semblait irréalisable. Une arme capable de détruire des fortifications de béton armées de 7 mètres d'épaisseur ou traverser des blindages d'acier d'1 mètre, maintenant en même temps la pièce hors de portée de l'artillerie ennemie. Cette pétition se basait sur les études des défenses françaises de la ligne Maginot, bien que l'arme ne se soit pas complétée à temps pour être utilisée contre elle. Le résultat a été le Gustav, dont le design a impliqué une réingénierie totale du concept d'artillerie mobile. Le canon comptait sur un tube de 32,5 mètres de longueur avec un calibre de 800 mm.
Sa structure nécessitait une double voie ferroviaire parallèle pour distribuer son énorme masse. 80 roues spéciales, montées sur des bogies de 5 essieux, supportèrent la charge en 2 châssis articulés. Cette complexité était nécessaire pour supporter le recul, l'équilibre dynamique pendant le tir et la stabilité sur des terrains variables. La munition du Gustave était aussi extraordinaire que sa taille. On a conçu 2 types principaux de projectiles, un explosif de 4800 kg avec une portée maximale de 47 km et un autre perforant de 7100 kg qui pouvait impacter des cibles à 38 km avec une force capable de traverser des bunkers souterrains. Chaque projectile nécessitait d'être chargé avec une grue spéciale et était accompagné par des charges propulsives séparées, insérées manuellement par des opérateurs entraînés. Seule l'opération de charge pouvait durer jusqu'à 45 minutes. La construction du Gustave a été un défi métallurgique sans précédent. Krupp a développé des aciers spéciaux avec des traitements thermiques progressifs pour supporter les pressions internes du tir. La forge du tube principal a pris plusieurs mois, et son assemblage a nécessité des installations industrielles personnalisées. Le canon a été prouvé pour la première fois à Rügenwalde, où se sont réalisés des tirs contrôlés pour vérifier intégrité structurelle, précision et comportement du recul. Ces essais ont révélé que le canon avait besoin d'ajustements constants dans son système de suspension ferroviaire à cause des micro-déformations que provoquaient les tirs. Le déploiement opérationnel du Gustave exigeait une mobilisation sans précédent. Il fallait entre 4000 et 5000 soldats, plus de 20 wagons spéciaux, des locomotives de traînage, des grues de montage et du personnel technique qualifié. La construction de la voie parallèle prenait de 3 à 6 semaines, selon le terrain. De plus, devaient s'établir des positions défensives, camouflage, centres de commandement et batteries antiaériennes lourdes comme les Flak 88 et Flak 128 pour protéger la position contre des attaques alliées. Le seul usage opérationnel du Gustave s'est produit pendant le siège de Sébastopol dans la péninsule de Crimée, en juin 1942. L'arme a été transportée par train à travers la Pologne et l'Ukraine jusqu'au port ferroviaire de Bakhchisarai, où elle s'est montée sur une voie spéciale construite à l'effet. De là, entre le 5 et le 17 juin, le Gustave a tiré 58 projectiles, détruisant de multiples objectifs fortement fortifiés, incluant la poudrière souterraine White Cliff et la forteresse Fort Stalin, qui résistaient aux attaques conventionnelles. On a enregistré des cratères de jusqu'à 30 mètres de diamètre et des dommages structurels de grande profondeur, confirmant que l'arme était techniquement capable de remplir sa fonction originale. Cependant, les problèmes pratiques sont devenus évidents. La cadence de tir était extrêmement lente. Un seul tir toutes les 30 à 45 minutes à cause du temps de rechargement, alignement et vérification de pression. Le canon nécessitait remplacement du tube tous les 50 tirs à cause de l'usure interne. À cela s'ajoutait la vulnérabilité du système face à l'aviation alliée. Toute attaque aérienne réussie pouvait inutiliser toute l'opération en minutes, malgré les défenses montées. On a construit une seconde unité, appelée Dora, qui a été déployée près de Stalingrad, mais retirée avant d'être utilisée. Il n'existe pas de registre confirmé de tirs opérationnels de Dora. Un troisième modèle, connu comme Lange Gustave, avec calibre réduit à 520 mm et projeté pour tirer des missiles expérimentaux de longue portée, a été détruit dans sa phase initiale quand les Alliés ont bombardé les installations de Krupp à Essen. L'idée d'utiliser des canons géants n'était pas nouvelle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait déjà construit le Grand Bertha et le Paris-Geschütz, mais le Gustave dépassait par une marge abyssale tout ce qui avait été tenté avant. Son échelle le rendait incompatible avec la guerre mobile qui s'imposait dans la seconde moitié du conflit. De plus en plus, l'artillerie lourde était remplacée par l'aviation tactique, des fusées comme le V2 et des systèmes mobiles de lancement multiples. Les rapports du haut commandement allemand postérieur à l'usage de Gustave reconnaissaient que, bien que techniquement impressionnant, le système avait consommé des ressources disproportionnées en comparaison avec son efficacité stratégique. Les munitions étaient chères, le transport lent et prévisible, et l'usage était limité à des objectifs statiques, rarement présents sur des fronts mobiles. Un seul bombardement réussi aurait pu détruire le Gustave, annulant des mois de préparation. En 1945, en s'approchant le front soviétique du territoire allemand,
Le Gustave a été partiellement démonté et postérieurement saboté par ses propres opérateurs près d'Auerbach en Bavière pour éviter sa capture. Les forces américaines ont trouvé des fragments de l'arme, incluant des sections du tube, roues et documentation technique partielle. Une partie de ces restes ont été envoyés à analyse à Aberdeen Proving Ground, tandis que d'autres se sont perdus. À niveau technique, le Gustave était impeccable, précis, puissant et structurellement solide. Mais son design répondait à un type de guerre statique et planifiée qui n'existait déjà plus en 1942. La guerre moderne exigeait mobilité, adaptabilité et déploiement rapide. Le Gustave ne pouvait pas se déplacer avec agilité, ne pouvait pas tirer en mouvement et avait besoin de semaines de préparation logistique. C'était une solution du passé implémentée dans un conflit de futur. Cependant, sa construction n'a pas été inutile du point de vue du développement armamentiste. Beaucoup des avancées en métallurgie, contrôle de pression, matériaux composites et structures ferroviaires renforcées utilisées pour le Gustave ont été réutilisées dans des systèmes industriels postérieurs, tant civils que militaires. Les techniques d'assemblage, calibration de grands tubes et maniement de recul à grande échelle ont influencé le développement de lanceurs spatiaux soviétiques et américains dans des décennies postérieures. Dans son essence, le Gustave a été une œuvre d'ingénierie colossale. Il n'avait pas de comparaison en termes de taille ou puissance, et sa seule existence exigeait une organisation industrielle et logistique extrêmement sophistiquée. Ce n'était pas une arme conventionnelle, c'était une pièce d'artillerie qui exigeait sa propre armée pour opérer. Le Gustave n'était pas mobile, n'était pas versatile et n'était pas reproductible en masse. Mais pendant 2 semaines à Sébastopol, il a été le canon le plus puissant du monde. Chien-bombe, l'horreur du front oriental. Tandis que les panzers allemands avançaient sans opposition effective par les vastes steppes soviétiques en 1941, l'armée rouge affrontait une limitation critique, le manque d'armes anti-chars capables d'arrêter des blindés modernes comme le Panzer IV, le Tiger Prum ou le Stug III. Cette carence structurelle a mené à l'implémentation de solutions non conventionnelles. Parmi elles, une des plus radicales a été l'usage de chiens explosifs comme unité anti-blindage vivante. Le projet n'a pas été improvisé. Il a été le résultat d'une recherche systématique initiée plusieurs années avant le conflit. En 1935, la Direction de service militaire canin, UVVK, a commencé à expérimenter avec l'usage de chiens dans des applications militaires offensives. Les doctrines soviétiques anticipèrent des conflits mécanisés avec des ennemis technologiquement supérieurs, spécialement dans des scénarios où les forces soviétiques pourraient se voir dépassées numériquement ou en capacité de feu. L'URSS utilisait déjà des chiens dans des fonctions de messagerie, pistage et sauvetage, mais la conversion de ces animaux en armes guidées était un pas plus loin. La méthodologie centrale se basait sur le conditionnement opérant. On entraînait les chiens, principalement des bergers allemands et des croisements de grande taille, pour associer les véhicules blindés avec la nourriture. Pendant des semaines, les animaux étaient alimentés exclusivement sous des chars soviétiques statiques. Ensuite, on introduisait du bruit de moteur et mouvements lents. La progression arrivait jusqu'à des véhicules réels en marche. En théorie, cela générait une réponse automatique. En entendant ou voyant un char, le chien se dirigeait instinctivement sous lui en recherche d'aliments. La charge explosive standard consistait en 10 à 12 kg de TNT ou RDX installé dans un harnais de toile renforcé. Ce harnais était conçu pour distribuer le poids de forme équilibrée et permettre mobilité complète. Un levier vertical dépassait sur le dos de l'animal, activant le détonateur par contact quand le chien s'introduisait sous le châssis du véhicule. Le système n'utilisait pas de minuterie ni contrôle à distance dans sa version originale. L'explosion se produisait par contact physique direct. Chaque unité de combat avec chien-bombe opérait comme un peloton spécialisé, composé de 27 chiens divisés en escouades de 9, chacune avec ses manipulateurs. Ces soldats recevaient formation spécifique en éthologie canine, signaux tactiques de déploiement et protocoles d'évacuation en cas d'erreur. Le transport vers le front se réalisait dans des camions gaz AA adaptés avec des compartiments ventilés. Les animaux étaient débarqués à courte distance des lignes allemandes et libérés en recevant signal visuel ou auditif. Le premier déploiement significatif a eu lieu en automne 1941 pendant les opérations défensives préalables à la bataille de Stalingrad.
Des rapports opérationnels de la 62e armée indiquent la destruction de 3 véhicules allemands pendant une attaque synchronisée. Cependant, ont surgi immédiatement des problèmes critiques. Beaucoup de chiens, entraînés avec des chars soviétiques, ne différencièrent pas adéquatement les blindés ennemis et propres. En plus d'une occasion, les animaux sont retournés vers les tranchées soviétiques, activant la charge en position alliée et causant des pertes significatives. Dans la campagne du Caucase, une unité du front transcaucasien a subi un échec total. Sous intense feu d'artillerie, les chiens se sont désorientés, ont couru dans de multiples directions et ont provoqué des explosions incontrôlées. Les pertes incluaient tant personnel soviétique qu'animaux propres. Ces événements ont confirmé une des limitations structurelles du système, l'impossibilité de contrôler le comportement animal dans des conditions réelles de combat. Le haut commandement allemand n'a pas tardé à réagir. On a implémenté des contre-mesures spécifiques. On a ordonné l'exécution immédiate de tout chien vu dans des zones de combat. On a établi des patrouilles cynophobes et on a émis des bulletins tactiques qui avertissaient sur le possible usage d'animaux comme mines mobiles. Néanmoins, distinguer entre animaux civils et entraînés était difficile dans des zones rurales du front oriental, réduisant l'efficacité de ces mesures. Malgré les échecs initiaux, le programme a continué. On a introduit des modifications techniques pour améliorer la fiabilité. Une version actualisée du harnais incluait libération automatique de la charge si le chien n'atteignait pas un objectif en temps estimé. Une autre variante incorporait détonation à distance grâce à câble ou radiofréquence, bien que cette technologie était limitée par interférence et par la fragilité des dispositifs en combat réel. Pour améliorer l'identification d'objectifs, on a entraîné des chiens utilisant des véhicules allemands capturés, évitant ainsi la confusion avec des unités soviétiques. Le plus grand déploiement documenté de chiens-bombes s'est produit pendant la bataille de Koursk en 1943. Plus de 300 chiens ont été utilisés dans des attaques massives contre les unités blindées allemandes du groupe d'armées centre. Les résultats ont été mixtes, bien qu'on ait réussi à endommager ou détruire 56 chars selon des chiffres soviétiques. Beaucoup d'animaux sont morts avant d'atteindre leur cible ou ont détonné hors de portée. Cependant, la présence de chiens explosifs sur le terrain a généré un effet psychologique dissuasif parmi certaines unités allemandes. Le programme n'a pas disparu après la fin de la guerre. Il a été réabsorbé par des doctrines de défense en profondeur pendant la guerre froide. L'idée de nier le passage de blindés ennemis dans des zones d'avancée prévisibles grâce à l'usage d'animaux entraînés comme mines mobiles s'est maintenue dans des manuels techniques du pacte de Varsovie. Des documents soviétiques déclassifiés dans les années 90 révèlent que ces systèmes ont été réentraînés pour agir contre des colonnes blindées de l'OTAN dans des régions comme Pologne, Roumanie et Ukraine occidentale. Pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan, des rapports non confirmés suggèrent qu'on a réalisé des épreuves de déploiement dans des zones urbaines, spécialement pour surveillance et négation d'accès à des tunnels utilisés par des insurgés. Il n'y a pas d'évidence publique qu'ils aient été utilisés opérationnellement en combat, mais l'intérêt persistait. Le dernier document officiel lié aux chiens-bombes apparaît daté en 1996, comme partie d'un plan de contingence russe pour de possibles conflits en Tchétchénie. En termes d'efficacité, les chiens-bombes ont représenté une arme de haut risque et rendement variable. Leur succès dépendait de facteurs imprévisibles comme climat, visibilité, état mental de l'animal et situation tactique en évolution. À la différence de mines statiques ou armes anti-chars portables comme le PTRD-40 le chien était une plateforme semi-autonome non fiable, mais son coût de production était bas, nécessitait peu de technologie avancée et son entraînement pouvait se compléter en quelques semaines, le rendant viable pour une armée avec des ressources limitées. La persistance du programme pendant plus de 6 décennies démontre que, en termes militaires, le concept n'a pas été écarté. Il s'est considéré comme un outil utile pour des tâches spécifiques, négation de zone, défense d'installation ou sabotage sélectif. De plus, son déploiement générait incertitude tactique, en obligeant l'ennemi à destiner temps, ressources et attention à une menace difficile à prédire. Dans l'analyse technique, les chiens-bombes doivent être compris comme une plateforme primitive d'armes guidées non tripulées, en certains modes précurseurs de technologies modernes comme les drones suicides, avec la différence cruciale que le vecteur était biologique.
Le principe d'attaque dirigé grâce à trajectoire auto-induite basée sur entraînement externe a été postérieurement adapté au domaine électronique. En beaucoup de sens, ces systèmes ont anticipé des problèmes qu'ont ensuite affrontés les développeurs de missiles autonomes, identification de cibles, interférence de l'environnement et fiabilité sous conditions extrêmes. À la différence de concepts plus complexes comme le Kugelpanzer ou le Bat-bombe, les chiens-bombes n'avaient pas besoin de chaînes d'approvisionnement sophistiquées, ni lignes de montage, ni ressources industrielles. Leur déploiement était logistiquement simple et pouvait s'adapter à des fronts changeants. Cela explique leur longévité dans des doctrines militaires de faible coût avec haut impact potentiel. Bien qu'ils n'aient jamais été une arme décisive, leur implémentation en centaines d'occasions sur des fronts ouverts, tranchées, villages et zones fortifiées les convertit en un des outils les plus inusités et techniquement concrets dans le répertoire tactique du XXe siècle. Ils ont représenté une solution fonctionnelle, bien que limitée à un besoin opérationnel réel. Bat-bombe, chauve-souris avec napalm. La lettre qui a changé le cours de la guerre biologique est arrivée à Franklin Roosevelt depuis un lieu inattendu, le cabinet dentaire de Little S. Adams, en Pennsylvanie. Après avoir observé des chauves-souris dans les grottes de Carlsbad, Adams a proposé une idée si extravagante que le président l'a considérée suffisamment folle pour fonctionner. Convertir des mammifères volants en vecteurs de bombes incendiaires contre les villes japonaises de bois et papier. Roosevelt a dérivé la proposition au département de guerre, initiant le projet X-Ray sous supervision du Dr Louis Feather du Harvard Chemical Laboratory. L'expérience préalable de Feather avec le napalm le convertissait en candidat idéal pour résoudre les défis techniques de miniaturiser des armes incendiaires jusqu'à des échelles transportables par chauve-souris. La sélection d'espèces s'est centrée sur Tadarida brasiliensis mexicana, chauve-souris à queue libre abondante dans le sud-ouest américain. Ces animaux présentaient des caractéristiques idéales, capacité de charge proportionnelle significative, comportement prévisible de refuge dans des structures et résistance à des variations d'altitude et pression pendant transport aérien. Les bombes incendiaires individuelles pesaient 17 grammes, contenant du napalm concentré suffisant pour initier des incendies dans des matériaux combustibles. Les minuteries chimiques fournissaient des retards de 20 à 30 minutes, permettant que les chauves-souris trouvent refuge dans des structures avant ignition. Les systèmes de fixation employaient des clips miniaturisés et colliers chirurgicaux qui n'interféraient pas avec la mobilité naturelle. Les conteneurs cylindriques spécialisés maintenaient jusqu'à 1040 chauves-souris en hibernation induite grâce à réfrigération contrôlée. Cette approche profitait de réponses physiologiques naturelles à des températures réduites, les maintenant inactives pendant des vols de bombardement. Les systèmes de parachute contrôlaient vitesse de descente pour dispersion graduelle en patrons qui maximisaient couverture de la zone objective. Les épreuves à Muroc, Californie, ont inclus évaluation comportementale après hibernation artificielle, analyse de patrons de dispersion aérienne et vérification de minuterie sous conditions variables. Les expériences ont confirmé que les chauves-souris suivaient des instincts naturels de refuge, cherchant des espaces obscurs typiques de greniers et sous-sols où des incendies pourraient se propager rapidement. En mai 1943, un échappement accidentel à Carlsbad Army Airfield a validé par inadvertance l'efficacité destructive. Plusieurs chauves-souris équipés avec des dispositifs incendiaires se sont réfugiés dans des hangars de la base, initiant des incendies non contrôlés qui ont détruit des installations de maintenance. Cet incident, documenté comme vérification non intentionnelle, a renforcé la confiance dans la viabilité technique du concept. Des épreuves contrôlées postérieures ont utilisé des maquettes de villes japonaises qui reproduisaient des méthodes de construction traditionnelles. Les résultats ont confirmé qu'un bombardier B-24 chargé avec des conteneurs pourrait initier plus de 3500 foyers simultanés distribués à travers une zone urbaine étendue, dépassant toute attaque incendiaire conventionnelle. Cependant, la maintenance de populations massives de chauves-souris nécessitait des installations spécialisées, personnel entraîné, et systèmes d'alimentation qui demandaient des ressources significatives. La coordination avec des opérations de bombardement présentait des complications liées à synchronisation, navigation et procédures de libération qui nécessitaient des modifications extensives d'aéronefs.
Le facteur temps s'est révélé critique. Tandis que le projet X-Ray progressait, le projet Manhattan avançait vers une production nucléaire qui promettait des capacités destructives supérieures à tout système conventionnel. En août 1944, le général Leslie Groves a sollicité priorité absolue pour des ressources, résultant en annulation officielle du programme de chauve-souris. La décision a reflété des calculs stratégiques qui priorisaient concentration nucléaire sur dispersion expérimentale. Les analystes ont conclu que, bien que techniquement viable, le système nécessiterait des périodes de développement qui excédaient des chronogrammes opérationnels pour conclure la guerre du Pacifique. Les archives sont demeurées classifiées jusqu'à 1960, quand la déclassification partielle a révélé l'extension complète du programme. Les chauves-souris survivantes ont été libérées dans des réserves naturelles où elles se sont réintégrées sans effets adverses prolongés. Le Bat-bombe a confirmé que des concepts apparemment absurdes peuvent démontrer viabilité technique quand s'appliquent des ressources adéquates et méthodologies scientifiques rigoureuses. Son annulation n'a pas reflété échec technique, mais évolution stratégique vers des capacités nucléaires qui ont rendu inutiles des méthodes non conventionnelles, indépendamment de leur efficacité démontrée dans des épreuves contrôlées. Great Panjandrum, la ruine roulante britannique. Peu d'armes dans l'histoire militaire ont combiné ambition technique extrême avec des résultats si spectaculairement catastrophiques que le Great Panjandrum. Cette roue explosive propulsée par fusée a représenté le point culminant de l'expérimentation britannique pendant la préparation pour Normandie, un dispositif qui promettait révolutionner la guerre amphibie mais qui a fini par être plus dangereux pour ses opérateurs que pour l'ennemi. Le Directorate of Miscellaneous Weapons Development a conçu le Panjandrum comme solution radicale pour les défenses côtières du mur de l'Atlantique. Les planificateurs reconnaissaient que les murs de béton et obstacles anti-chars allemands nécessiteraient des charges explosives massives placées avec précision, une tâche qui excédait les capacités de l'artillerie navale ou bombardement aérien conventionnel. La configuration consistait en 2 roues géantes de bois contreplaquées de 3 mètres de diamètre, connectées par un axe central qui logeait 1800 kg d'explosifs de haut pouvoir. Des fusées Cordites RP-3, installées radialement autour du périmètre, fourniraient propulsion directionnelle, poussant théoriquement le dispositif à travers la plage vers des fortifications objectifs. Le concept opérationnel assumait lancement depuis embarcation en eau peu profonde, suivi par mouvement autopropulsé grâce à activation synchronisée de fusées. Sans système de contrôle à distance ni direction active, la trajectoire dépendait complètement de synchronisation précise et résistance uniforme des roues sur des surfaces variables. Cette dépendance de conditions idéales s'est convertie immédiatement en la faiblesse fondamentale du système. Les épreuves ont commencé en septembre 1943 à Westward Ho, Devon, une plage sélectionnée par similitude topographique avec Normandie, mais dont la nature non classifiée a permis observation non autorisée par civils et même filmage par Pathé News. Le premier essai a révélé des problèmes catastrophiques. L'allumage asynchrone de fusées a causé rotation incontrôlée, inclinaison latérale sévère et perte totale de direction. Le Panjandrum a tourné violemment, s'est déplacé hors du cours planifié et s'est arrêté quand de multiples fusées se sont détachées à cause de forces centrifuges excessives. Les tentatives de correction ont inclus une 3e roue stabilisatrice centrale et câbles guides connectés à des contrôles côtiers. Ces modifications ont introduit des complications additionnelles sans résoudre les problèmes fondamentaux. La 3e roue interférait avec capacité pour traverser des obstacles, tandis les câbles s'en mêlaient avec des fusées en rotation et se cassaient pendant les premières phases du mouvement. Le détachement de fusées pendant opération créait des dangers extrêmes pour observateurs et personnel technique. Les fusées libérées volaient imprévisiblement avec propergol non brûlé, impactant en position d'observation et obligeant à suspension temporaire, tandis qu'on révisait des protocoles de sécurité. La démonstration la plus documentée s'est produite devant des officiers supérieurs et représentants du ministère d'approvisionnement, conçue pour montrer viabilité avant approbation pour production. Le Panjandrum a parcouru à peine 40 mètres avant d'expérimenter échec catastrophique. De multiples fusées se sont détachées simultanément, causant perte totale de propulsion et détonation partielle d'explosifs à cause de dommages dans des systèmes de sécurité.
Les observateurs officiels ont conclu que le dispositif présentait des risques inacceptables pour des forces alliées, incluant détonation prématurée, trajectoire imprévisible vers des troupes propres et fragmentation dangereuse dans des zones densément occupées par du personnel militaire. L'évaluation finale a déterminé qu'aucune modification faisable ne pourrait résoudre les limitations fondamentales de stabilité et contrôle. Le programme a été annulé officiellement en 1944, libérant des ressources pour des projets avec plus grande probabilité de contribuer effectivement aux opérations normandes. Aucun Panjandrum n'a été déployé pendant le jour J. Les prototypes ont été démantelés avec des matériaux récupérables redirigés vers des systèmes conventionnels. Les composants explosifs se sont transférés à des unités d'ingénieurs pour démolition standard, tandis les systèmes de fusées ont été analysés pour application dans des projets de missiles qui ont incorporé des contrôles actifs pour surmonter les limitations évidencées. Le Great Panjandrum illustre parfaitement comment l'ambition technique sans considération adéquate de principes physiques fondamentaux peut produire des systèmes qui, bien que conceptuellement innovateurs, échouent spectaculairement en application pratique. Son développement démontre tant la disposition britannique pour explorer des solutions radicales pendant crise que l'importance critique d'épreuves exhaustives pour identifier des problèmes systémiques avant de compromettre des ressources en production opérationnelle. Kugelpanzer, le char roulant. Dans les sous-sols du musée de chars de Kubinka repose un des mystères les plus profonds de la Seconde Guerre mondiale. Un véhicule blindé de configuration sphérique dont le propos, origine spécifique et circonstances opérationnelles défient des décennies de recherche spécialisées. Le seul Kugelpanzer connu représente l'exemple le plus extrême d'expérimentation allemande en design véhiculaire, un artefact qui semble plus approprié pour science-fiction que pour champ de bataille historique. Les troupes soviétiques ont découvert cette énigme pendant l'occupation de Mandchourie en août 1945, bien que les circonstances exactes demeurent sans documentation. L'évidence circonstancielle suggère trouvailles dans des installations japonaises, possiblement comme résultat de transferts technologiques de l'axe qui incluaient des torpilles avancées, moteurs de fusée et autres développements allemands transportés par sous-marins de classe 9D. Les dimensions confirment design pour opération individuelle. 1,5 m de longueur, 1,2 m de hauteur, 1 m de largeur. La configuration structurelle se base sur 2 roues métalliques complètement fermées formant les côtés, connectées par un compartiment central cylindrique qui contient la cabine de l'opérateur. Un rouleau stabilisateur arrière prévient basculement pendant mouvement irrégulier. La protection blindée est délibérément légère, entre 5 et 8 mm d'épaisseur, suffisant uniquement contre fragments ou feux d'armes petites à distance modérée. Cette limitation indique clairement que le véhicule évitait combat direct, suggérant rôle qui mettait l'accent sur discrétion, reconnaissance ou appui spécialisé, plus que capacité d'affrontement frontal. L'accès nécessite adopter position presque fétale dans l'espace extrêmement confiné, limitant sévèrement la durée opérationnelle à cause de fatigue physique et claustrophobie. Cette configuration indique usage prévu pour missions brèves ou applications spécialisées qui justifiaient les limitations extrêmes d'habitabilité. La vision se fournit grâce à fentes frontales protégées par couverture coulissante, mais sans systèmes optiques avancés, viseurs télescopiques ou équipements de pointage typiques de véhicules militaires. Cette absence suggère dépendance d'observation directe, limitant efficacité dans des conditions de visibilité réduite. Il n'existe pas de point de montage identifiable pour armement, bien que des spéculations suggèrent espace possible pour mitrailleuses légères coaxiales avec la fente de vision. Cependant, l'absence d'évidence physique de systèmes d'armes, munitions ou mécanismes de contrôle renforce des conclusions qu'il n'a pas été conçu pour combat direct. Le système de propulsion original a été retiré ou n'a jamais été complet pendant capture, compliquant l'analyse de capacité de mobilité. Des évaluations techniques suggèrent qu'un moteur petit de motocyclette aurait fourni puissance adéquate, avec transmission différentielle, contrôlant roue latérale pour manœuvre directionnelle. L'absence de suspension conventionnelle indique dépendance en roue grande pour absorption d'impact. Les marques de fabrication confirment origine allemande associée avec Krupp, mais il n'existe pas de registre dans des archives déclassifiées qui documentent spécifications, nombre de production ou assignations opérationnelles.
Cette absence suggère classification extrême ou développement sous autorité spéciale qui évitait des canaux administratifs normaux. La théorie la plus plausible propose emploi comme véhicule de reconnaissance pour infiltration discrète, profitant de son profil visuel inusité qui confondrait identification à distance. La forme sphérique fournirait camouflage effectif quand immobile, spécialement en terrain avec végétation dense où il pourrait se confondre avec des formations naturelles. Des théories alternatives suggèrent usage comme véhicule de liaison pour communication entre positions isolées, profitant de tailles compactes pour mobilité dans tunnels, tranchées ou zones urbaines où des véhicules conventionnels ne pourraient pas opérer. Cette application expliquerait blindage léger et absence d'armement, dépendant de discrétion plus que protection. Une troisième hypothèse propose fonctions défensives spécialisées pour installations critiques comme aérodromes ou dépôts, ou patrouillage périmétral fournirait surveillance continue sans personnel dédié. Le design compact permettrait opération dans des espaces confinés typiques d'installations souterraines ou bunkers. La présence en Mandchourie confirme transfert depuis Allemagne comme partie d'échanges technologiques qui ont inclus de multiples prototypes transportés par sous-marins allemands. Le fait qu'un seul exemplaire ait été découvert suggère qu'il n'a jamais progressé au-delà de phases expérimentales ou que production a été extrêmement limitée. L'absence de véhicules similaires dans des théâtres européens indique que le concept n'a pas été adopté opérationnellement par des forces allemandes, possiblement à cause de limitations pratiques manifestées pendant épreuves initiales. Des analyses contemporaines ont été limitées par restrictions d'accès et politiques de préservation qui préviennent démontage pour inspection interne détaillée. Le Kugelpanzer demeure comme témoignage tangible de l'expérimentation radicale allemande quand pression opérationnelle et idéologie du Wunderwaffe ont poussé exploration de concepts qui défiaient des principes établis du design véhiculaire. Son existence confirme la disposition allemande pour investiguer des configurations extrêmement non conventionnelles, même quand elles divergeaient dramatiquement de paradigmes militaires traditionnels. Sa préservation à Kubinka assure que futures générations puissent étudier évidence physique d'un des expériments les plus inusités en développement de véhicules blindés, fournissant des perspectives sur les limites d'innovation technique sous guerre totale et la disposition d'organisations militaires pour explorer des solutions radicales quand des méthodes conventionnelles semblent inadéquates pour des défis opérationnels spécifiques.